Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Rwanda qui a commémoré ce 7 avril le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Et à cette commémoration, une délégation s'est particulièrement distinguée, la délégation belge conduite par le Premier ministre belge qui a tenu au nom de son pays à présenter au peuple rwandais ses excuses. On écoute Charles Michel, un extrait de son discours, le Premier ministre belge. Je veux vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toute l'admiration du peuple belge pour le courage, pour la résilience, pour l'empathie, pour la force inaltérable du peuple rwandais qui, depuis 25 ans, a montré après ce drame sa détermination à chercher la lumière, à chercher à éclairer le chemin pour rendre la société plus robuste, plus solide et plus respectueuse. Alors bien sûr, je suis touché, comme nous toutes et tous, par cette émotion qui nous fait frissonner et je m'incline au nom de mon pays, devant l'ensemble des victimes, devant leurs familles. Je m'incline avec un profond respect et en leur adressant tous nos mots d'encouragement, de soutien. Mesdames et messieurs, le devoir de mémoire doit être une exigence sacrée. Regarder l'histoire les yeux dans les yeux, sans phare, avec honnêteté, avec lucidité. Ça doit être à chaque instant la responsabilité, l'ambition, le devoir, l'exigence des femmes et des hommes de bonne volonté. Alors oui, il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir, qui n'a pas pu empêcher, qui n'a pas pu stopper ce crime contre l'humanité. Et je me tiens devant vous au nom d'un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. C'est en ce sens que mon prédécesseur Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses de la Belgique parce qu'il l'a dit, c'est un cortège, et je reprends ces mots, de négligence, c'est un cortège d'incompétence, c'est un cortège d'erreurs et de fautes. Monsieur l'ambassadeur, vous disiez dans la première partie de notre émission, et c'est très important, toute parole doit être écoutée, qu'au fond, il manque des maillons dans la chaîne, la chaîne de réconciliation dans votre pays, le Rwanda, et vous insistiez sur le fait que la justice n'a pas véritablement fait son travail, contrairement à ce que disait Maître Paruel. Je le disais, mais je dis surtout que la justice n'a pas fait son travail, parce que le gouvernement de Paul Kagame n'a jamais voulu qu'on poursuive ses collègues de l'armée, qui sont là, au sommet de notre armée, qui dirigent notre armée actuelle. Qui ont fait quoi? C'est-à-dire qui ont tué des populations civiles par centaines de milliers, que ce soit au Rwanda ou au Zaïre. Oui. Les rapports existent. Le premier rapport de crimes massifs que j'ai reçu le 20 septembre 1994, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, c'est Kofi Annan qui me l'a apporté, avec un expert américain du HCR et son équipe. Et il dira que ça fait partie des échecs de sa carrière, bien sûr. Parlant juste notamment ensuite, il y a donc le TPIR à Arusha. Oui. Ils ont terminé leurs enquêtes et Karl Adelponte, qui était procureur du TPIR, m'a dit, parce que je suis allé la voir, vous m'inquiétez, pourquoi vous avez arrêté les rapports? Pourquoi vous ne les avez pas publiés? Elle m'a dit, parce que les États-Unis ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas déstabiliser Paul Kagame. C'est aussi simple que ça. Maître Paruel, c'est peut-être pour le praticien du droit que vous êtes important que vous reveniez sur cet aspect de la question de la reconstruction de la mémoire, de la réconciliation par le droit, par la justice. Est-ce qu'on peut dire que cette question est véritablement bien traitée dans le cas rwandais?
Dans le cas rwandais, je pense que la mise en place des gachachas a été quelque chose de tout à fait positif. Alors, je ne vais pas vous cacher, au départ, quand on avait un problème, un grand problème, c'est qu'il y avait 120 à 130 000 personnes qui étaient dans les prisons de Kigali et des autres préfectures, et on avait un personnel judiciaire qui n'existait plus. Il n'y avait plus de magistrats, ils avaient fui ou ils avaient été tués. Il n'y avait pas encore d'avocats. Il y avait des mandataires juristes qui faisaient office d'avocats. Il y avait des associations à l'étranger qui faisaient office d'avocats, qui venaient aider. Mais on avait calculé qu'il aurait fallu 50 ans, 60 ans, 70 ans pour juger les personnes qui étaient arrêtées et pour lesquelles, il faut le reconnaître, pour certaines d'entre elles, il n'y avait pas de dossier. Les gachachas, ce sont ces tribunaux traditionnels érigés pour... Qui ont été mis en place pour faire en sorte de pouvoir juger. Oui. À peu près 12 000 juridictions gachacha, 2 millions de procès, 1 200 000 personnes sont passées et les gachachas sont terminés. Il y a eu une période transitoire de 2005 à 2012, terminé avec cet objectif essentiel dans les gachachas, qui peut-être ne correspondent pas aux juridictions qu'on connaît, nous, dans notre monde occidental, mais il fallait faire face à une culture de l'impunité et faire en sorte que les coupables soient véritablement reconnus comme coupables, ceux qui étaient innocents, et ils l'ont été à 20 ou 30% au sein des gachachas, et que les victimes restent des victimes. On peut constater des failles, des erreurs, des ratés. On peut sans la prétention. Il n'y en a pas dans notre juridiction française. J'ai vu une émission il y a quelque temps sur la 2 où on nous montrait toutes les erreurs qui avaient été commises par nos juridictions et on s'interrogeait. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une erreur ou bien l'un des ratés du TPI qui était chargé de juger 3 types de crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, de n'avoir pas jugé un seul de l'autre camp qui a pu se rendre compte. Il faut interroger les procureurs, il faut interroger les magistrats du TPIR. Je ne sais pas répondre pour eux. Je ne sais pas répondre pour eux. Alors vous êtes écrivain, effectivement, mais M. Nkuzouami, vous avez traité ces questions-là. On a bien vu que, tout comme Maître Paruel et l'ambassadeur, vous êtes aujourd'hui soucieux d'un Rwanda pacifié, paisible et des Rwandais réconciliés. Que faut-il faire en ce moment-là pour très rapidement éviter que d'autres souffrances soient négligées et oublier, que tous les Rwandais puissent se retrouver dans un creuset national, dans une mémoire collective qui exclut l'apartheid mémoriel dont parle l'ambassadeur? Il y a eu un début que je pense finalement positif. Je serais un peu nuancé par rapport à l'ambassadeur. Positif. Ça veut dire qu'après le génocide, il y a eu une double volonté. D'abord d'éduquer les jeunes, en se disant, pour éviter que demain ou après-demain, de très tragédies ne puissent survenir dans le pays, il faut éduquer les jeunes. Ça a été fait. Deuxième orientation, c'est de dire, il faut relancer au moins l'économie, puisque lorsque les gens auront le minimum pour vivre décemment, ils auront moins de tentation d'aller tuer leurs frères, leurs voisins pour cela. Je reviens sur un élément, j'ai entendu le mot communauté. Au Rwanda, il n'y a pas eu de communauté. Il n'y a jamais eu de terre dédiée aux Hutus, de terre dédiée aux Tutsis. Ils étaient voisins, ils étaient mariés entre eux, ils échangeaient. Un mélange homogène. Tout à fait, ils étaient totalement mélangés. Alors, quand j'entends le Premier ministre parler de la responsabilité devant l'histoire de la Belgique, il faudrait aller très loin, puisque si nous avons ce problème-là, nous l'avons depuis 1931. Qu'est-ce qui nous a mis aller aussi loin. Cette notion d'identité Hutu et Tutsi? C'était les Belges. En 1931, nous avons hérité peut-être d'un mauvais tuteur à l'époque. Bon, voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais la Belgique a une responsabilité très forte. Lorsque nous avons connu les massacres en 1959, les Belges n'étaient pas loin avec la communauté de l'Église catholique. Je l'écris dans le livre, je l'assume. Donc, il se trouve que le Rwanda a hérité malheureusement de toutes ces scories, ces erreurs, et je dirais même ces incohérences historiques que les Belges nous ont apportées. Maintenant, je passe et je reviens en 1994 et comment construire après.
Après 1994, il y a eu une volonté de construire, je vous disais, par l'éducation. Nous l'avions commencé dans les camps de réfugiés. Je vous dis ici, par exemple, lorsque les gens, je parle du camp de Tanzanie, ou des camps, parce qu'il y en a plusieurs, il y en avait 5, qui étaient en Tanzanie, un peu plus d'1 million de personnes, la première option que nous avions prise, c'est de dire, ces gens-là, pour éviter qu'ils ne gardent des rancœurs et qu'ils prennent des armes pour attaquer leur pays, il faut les éduquer. On a commencé, quand je suis allé au HCR à Genève, on m'a dit, mais quel est l'intérêt d'éduquer les gens? La première priorité, c'est d'abord les soigner, les nourrir, et puis les laisser vivre tranquillement en paix. L'éducation. Non, il fallait éduquer. Oui. Donc cet élan a été repris dans le Rwanda, il fallait reconstruire par l'éducation. Deuxième élément, il fallait qu'on construise une économie qui est en sens, de façon à éviter, nous savons bien, si des accélérateurs de ce génocide ou des crimes contre l'humanité ont pu aussi se faire aussi rapidement, c'est qu'il y avait un malaise dans le pays. Un malaise du pouvoir d'achat, de la vie sociale, la pauvreté, ça a aidé. Je ne dis pas que c'est la cause, mais ça a accéléré. Donc il fallait déjà reconstruire. Aujourd'hui, on peut reconnaître que le Rwanda... On parlera de la troisième partie, effectivement. Voilà, on peut reconnaître que le Rwanda a fait un effort. Le pouvoir actuel. Sur la question de justice, et puis je m'arrêterai là, sur la question de justice, il faut quand même que nous soyons clairs là-dessus. Il y a eu un génocide. Oui. Et donc il faut juger les actes de génocide en tant que tels. Ça, c'est un fait. On a parlé des tribunaux populaires Gacaca. C'est la partie réparatrice de la justice. Pour la plupart des gens qui étaient concernés, c'était plutôt les prédateurs, les petits délinquants ou les gens qui ont profité de ces délinquances-là pour s'adonner aux tueries. Mais ce n'étaient pas des planificateurs, ce n'étaient pas des organisateurs et ce ne sont pas des exécutants du génocide. Voilà, donc c'est là, par contre, là où je rejoins monsieur l'ambassadeur, c'est de dire ces crimes-là aussi, en dehors des crimes de prédation de terres, de biens, des crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité commis par certains membres du FPR sur les populations rwandaises doivent être aussi regardés par la justice. Parce qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sans la justice et sans la vérité. On est tout à fait d'accord. Maître Paruel, c'est très important. Le Premier ministre belge, on l'a vu, a fait le pas. Votre pays, la France, en 2010, le président Sarkozy a admis des erreurs d'appréciation, sans vouloir être esclave du passé. Les spécialistes nous expliquent que les milices interamouées qui ont commis beaucoup de crimes à partir de 1994 ne sont pas tombées comme ça ex nihilo du ciel. Il a fallu une préparation et la préparation était même financée par les entreprises publiques et semi-publiques rwandaises. Donc la France savait que quelque chose se préparait et a laissé faire. Devra-t-elle, elle aussi, aller aussi loin et présenter des excuses publiques au Rwanda? Je vous donnerai la même réponse que celle que j'ai donnée auparavant. Il faudrait peut-être les interroger. Il y a une forte demande, c'est vrai, une forte attente de la part du Rwanda. Faut-il encore avoir connaissance de toutes les implications véritables de la France? Attendons, il y a donc, vous en parliez tout à l'heure de cette commission. Je veux dire, quand on nous dit que nous, peut-être, on ne pouvait pas ne pas savoir, peut-être que monsieur l'ambassadeur, à ce moment-là, pouvait ne pas savoir non plus. Je veux dire, c'était des faits qui, je pense, étaient connus de beaucoup de personnes, que nous-mêmes, nous en ayons eu connaissance. On avait quand même une ambassade sur place, on devait bien le savoir. On avait des autorités militaires avec des personnes qui, bien évidemment, avaient des connaissances. Je crois qu'il faut aujourd'hui saisir l'opportunité de cette commission qui va être... Qui est très critiquée déjà. Hein, mais... Alors qui est critiquée en effet, puisqu'il n'y a pas de personnes véritablement, des chercheurs ou des historiens qui sont des spécialistes de l'histoire. On a écarté des personnes qui manifestement même parlaient le Kinyarwanda. C'était d'autant plus facile de regarder les dépêches qui étaient écrites en Kinyarwanda. Ça aurait été très bien. Donc les véritables historiens ont été écartés. Peut-être que ça va être modifié. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'espoir dans le futur, et à partir du moment, je crois, où on aura les conclusions de cette enquête, je pense que le pouvoir politique prendra ses responsabilités, ou devra les prendre. Aucune raison de douter, de cette commission qui vient d'être installée. Monsieur l'ambassadeur, vous aviez évoqué un point tout à l'heure qui est important, mais sur lequel je reviens, la question de la justice, notamment et la question de l'inculpation des proches du pouvoir actuel. Le 24 décembre dernier, on l'a vu,
la justice française a prononcé, a rendu une ordonnance de non-lieu quant à l'implication de au moins 7 proches du président actuel, y compris dans l'attentat dont a été victime l'avion, le Falcon 50 de Juvenal Abiyarimana, mais aussi des crimes qui ont suivi après. Vous pensez qu'il y a eu... C'est un dossier assez délicat, mais cela est passé par plusieurs étapes, je vais vous dire. C'est passé aussi par la mort, l'assassinat du témoin le plus important, qui devait venir à Paris et qui était parmi ceux qui avaient transporté les missiles de Moulindi vers Kigali, les missiles qui ont abattu l'avion. Ce monsieur s'appelait Émile Gafirita. Il se fait qu'il était enregistré chez le juge à Paris, Trévidic Pou, avec un pseudonyme. Vous pensez que le dossier est politisé? Attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Son nom ne devait pas être révélé, ni son adresse. Or, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le juge, en toute transparence, s'est peut-être trompé. Il a donné le dossier aux avocats de Kabarebe et aux autres, donc le ministre de la Défense et ses collègues de Kigali. Il leur a donné le dossier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les avocats ont transmis le dossier à Kigali avec l'identité de ce témoin qui devait venir le lendemain, quelques jours après. À Paris? À Paris, pour témoigner. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Kigali a envoyé des tueurs, ils l'ont enlevé à Nairobi et ils l'ont assassiné. On n'a plus jamais entendu parler de ce témoignage. Maître... Je veux dire que je suis pour le moins surpris de vous entendre dire que mes confrères ont transmis à Kigali, alors même qu'on ne peut pas avant que vous ne répondiez à ça, je propose qu'on marque une courte pause, on revient dans quelques instants. Votre confrère, Maître Menguin, l'a avoué publiquement. On marque une courte pause, on revient. Il a donné l'identité de ce jeune homme. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de répondre à ça. À tout de suite.